je précise d'emblée que nous sommes les premiers à ne pas dire que tous les problèmes viennent de la France. Parce qu'il y a un proverbe que notre ONG répète toujours, qui est qu'une civilisation est détruite par l'extérieur uniquement si elle est rongée de l'intérieur. Il faut qu'on soit capable de le dire aussi. Il faut qu'on le précise. Et c'est pour ça que nos présidents africains nous persécutent de cette façon. C'est parce qu'ils savent que nous les ciblons en priorité. Et même la France que nous combattons nous attaque moins, ou du moins nous attaque moins directement que les présidents africains, nous devons le préciser. Maintenant, en ce qui concerne les corps constitués, les armées, Thomas Sankara disait qu'un soldat qui n'a pas la connaissance de soi et la connaissance du monde dans lequel il est installé est un criminel en puissance. Eh bien, nous répétons, à contrario, qu'un soldat qui a la connaissance de lui-même et une connaissance géostratégique et géopolitique affûtée est un guerrier de son peuple en puissance. Vous avez parlé du président Isaac Zida. C'est à la population du Faso de déclarer quel est son point de vue sur ce dernier. Mais je vais quand même donner mon point de vue. Le président Kaboré qui m'avait reçu l'année dernière, mais qui a eu trop peur de me recevoir cette année, il faut le dire, l'année dernière c'était « Ah oui, il faut que je rencontre Kémy Séba ». Mais cette année, depuis que Macron, le petit Macron, a tapé sur la tête de le papa, tout le monde marche comme un robot et se tait. Il faut qu'on puisse le dire. Et donc, M. Kaboré, vous verrez sans doute cette vidéo, je suis triste que vous puissiez être téléguidé par un petit qui a l'âge de votre fils. Merci les frères. Et donc pour continuer la réflexion, Monsieur Isaac Zida est en fuite, vous l'avez dit. Il est en fuite, ou alors certains voudraient peut-être l'éteindre pour des raisons qui sont endogènes, qui ne me regardent pas. Mais il y a une chose qui est certaine. Je constate à l'heure actuelle que si vous n'avez pas une main de fer, vous ne pouvez pas diriger le Burkina Faso et protéger le Faso contre les forces coloniales exogènes. C'est un premier point. Et le président Roch-Marc Kaboré aujourd'hui est une passoire politique. Il faut qu'on ait le courage de le dire aussi. Il n'a pas le courage de défendre son peuple comme il le devrait. On doit le dire. Et donc soit le président Kaboré durcit le ton, retrouve ses testicules, les journalistes, n'ayez pas peur, parce que je vous vois terroriser quand je parle. Vous n'allez pas perdre vos boulots. Il faut dire la vérité à ces dirigeants. Soit nos présidents et ce président retrouvent ses testicules, ou alors même les autres candidats qui sont contestés seront des candidats beaucoup plus crédibles que ce dernier. Il faut que Kaboré réfléchisse très rapidement à cela. Et je vous le dis, c'est malheureux qu'un criminel politique, quelqu'un que je considère comme l'un des pires hommes que l'Afrique ait connu ces dernières années, même M. Compaoré, qui est l'un des plus grands traîtres de l'histoire africaine, et il faut le dire, l'un des plus grands traîtres. On dit que le jour où il mourra, il faudra le respecter comme un mort. Même mort, je ne le respecterai pas. Même ce plus grand traître est plus capable de protéger le Burkina Faso que Kaboré. Kaboré doit réfléchir à cela. Cela signifie que Kaboré est devenu un gruyère, est devenu une passoire, et que tout le monde vient persécuter le Burkina Faso sans aucune protection, aucune, parce que celui qui est à la tête de notre État n'a pas le courage de prendre ses responsabilités. Et donc je le dis, M. Kaboré, il y a un an, vous me demandiez que nous travaillions ensemble, que nous avancions ensemble. Un an plus tard, parce que ce petit président de l'Élysée qui n'est même pas capable de contrôler son propre pays vous a menacé, vous êtes devenu quelqu'un de silencieux, quelqu'un de paralysé de la bouche et du courage.
Nous sommes vos enfants, mais on dit toujours, il y a un proverbe qui dit qui aime bien châtie bien. Nous t'aimons, président Kaboré. Et si tu ne prends pas tes responsabilités, nous allons te châtier toi aussi et tu quitteras ce pays comme les autres. Certains se disent Kémy, fais doucement. Si tu continues comme ça, ils vont te tuer. Mais je dois vous rappeler une chose. En Afrique, la mort n'est qu'une étape. Personne ne craint la mort parmi nous. Nous sommes prêts à rejoindre les obsèques. Nous n'avons peur de rien. Nous sommes déjà morts aujourd'hui. Quand nous savons que nous vivons avec environ moins de 100 € par mois, moins de 100 € par mois, que nous ne sommes pas forcément capables d'avoir même 3 repas ou 2 repas par jour, voulez-vous nous dire que nous sommes vivants? Nous sommes déjà morts. Nous sommes des survivants. Les Gilets jaunes n'ont pas connu le 10e de vos souffrances. Pas le 10e. Mais les Gilets jaunes paralysent la France chaque week-end. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Alors, comment pouvez-vous m'expliquer que des Gilets jaunes qui ont réussi à se mobiliser uniquement parce que l'essence est devenue trop chère pour eux, ils ont un repas 3 fois par jour. Hein. Eux, ils ont un repas matin, midi, soir. Mais, quand on a augmenté le prix de l'essence, ils ont dit non, là c'est trop, on paralyse le pays. Mais nous, on est appauvris. On est vidés de tout. Nous sommes persécutés politiquement, économiquement, culturellement, humainement, spirituellement. Mais nous continuons à être vis-à-vis de tolérants. Le mot tolérant a été inventé pour les Africains. Personne d'autre n'est tolérant sur cette terre sauf nous. Et on est tellement tolérants que l'on finit par tolérer l'intolérable. Aucun peuple de la planète ne pourrait accepter le millième de ce que nous vivons. Aucun peuple. Dans le monde arabe, il y a un racisme hystérique vis-à-vis des Africains. Hystérique. Et nous nous occuperons aussi tôt ou tard, chaque chose en son temps, de ces derniers. Tout le monde va prendre. Mais analyser la négrophobie, qui de toute façon, il faut qu'on soit clair, la négrophobie est partout. Personne n'aime l'Africain, et l'Africain ne s'aime pas assez lui-même. Il faut qu'on le dise aussi. Mais, quand je mets de côté cette négrophobie structurelle dont nous reparlerons prochainement, et que j'analyse les mouvements arabes ne jouent pas avec le martyr. On touche une partie de leur sol. Ils sont même prêts, s'il le faut, à envoyer leurs enfants se battre pour leur libération. Parce qu'ils ont compris, eux, que la mort n'est qu'une étape. Mais on a l'impression qu'on est tellement attaché à l'opesti Bouddha Tchéké. On est tellement attaché à nos miettes de manioc. Quand nous parlons avec certains, ils se disent « Ah non, Kémy, mais si on agit contre la France, qu'est-ce qui va nous arriver? On va tout perdre. » Mais tout perdre, tu as perdu quoi? Qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'as rien aujourd'hui, mon frère. Comme le dit mon petit frère, il va perdre sa misère, c'est tout ce qu'il va perdre. Et je nous mets tous dans le lot. Nous devons être capables aujourd'hui de faire converger les forces. Il y a trop de mouvements, trop d'ego. Il y a des organisations qui sont créées depuis 5 mois et qui attaquent des gens qui militent depuis 20 ans. Ça aussi, ça ne peut pas durer. Les aventuriers. Des aventuriers, comme le dit mon frère. On doit être capable de transcender nos divergences, capable de transcender nos différences, capable d'aller au-delà de nos désaccords. Tout à l'heure, le frère a très justement parlé des désaccords qu'il pouvait y avoir avec le frère Hervé Ouattara, mais il a dit qu'au-delà de ces désaccords, face à l'ennemi commun, nous devons être capables de taire nos désaccords et d'avancer dans une seule voie. C'est la seule voie à suivre pour que notre peuple puisse être libre.
deviens celui que tu dois être, où il faudra t'apprêter à peu de mois de l'élection présidentielle à quitter ton poste et à laisser quelqu'un d'autre qui a plus de poigne que toi prendre ses responsabilités. Je prie les ancêtres que ce ne soit pas le criminel de Compaoré qui soit autorisé à revenir, mais n'importe qui d'autre, à part Kaboré et à part Compaoré, sera beaucoup plus valable à la tête de ce pays si Compaoré continue de démissionner de son rôle. La France coloniale a compris, et c'est pour ça qu'il faut qu'on reconnaisse aussi que le petit Emmanuel Macron est un personnage, objectivement pour un président français, très stratège. Elle a compris, cette France coloniale ou néocoloniale, qu'elle devait réadapter son processus d'occupation de nos territoires en usitant de nouvelles méthodologies géostratégiques. Et elle a compris que la meilleure façon de nous coloniser, c'était de nous utiliser nous-mêmes. Nous avons parlé des dirigeants africains, on ne va pas le faire toute la vie. Mais on a parlé de l'élite intellectuelle africaine, on ne va pas le faire toute la vie. Mais il y a aussi d'autres canaux de communication par lesquels la France coloniale passe pour nous coloniser. Et il faut qu'on en parle aujourd'hui. Ces médias qui ne sont rien d'autre que des radios mille collines, équivalentes au Rwanda, RFI. Je vois des Africains, certains Africains, ils ne sont pas majoritaires, mais qui sont prêts à tuer pour parler RFI. Vous ne vous rendez pas compte que RFI est la radio du néocolonialisme par essence? Que cette radio a été utilisée pour contrôler l'opinion des Africains? Et leur meilleure façon de nous contrôler, ils ont compris qu'en Afrique, la culture a une importance sacrée. Et merci mon frère, tu me vois venir. Et ils ont compris que nos artistes ne sont pas respectés à leur juste valeur sur le continent africain. Alors qu'est-ce que l'impérialisme français a fait? Ils ont créé une radio qui va faire valoir, qui va valoriser, du moins, les artistes africains. Et quand ils donnent des prix RFI à nos artistes africains, qui bien souvent au départ sont des artistes conscients des enjeux, quand RFI vous dit que vous êtes le prix RFI de l'année, même l'artiste qui est censé être révolutionnaire, quand il sait qu'il est le prix RFI, il sait qu'il ne doit plus trop attaquer la France-Afrique, les frères. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Il y a des gens que je ne citerai pas parce que je ne veux pas être dans l'attaque à dominem, mais vous les reconnaîtrez. Ils se disent être des héritiers de Bob Marley. Mais au premier prix RFI, ils commencent à dire bon, le problème, c'est pas que la France. Et c'est vrai, le problème n'est pas que la France. Vous autres aussi, artistes cooptés par RFI, vous êtes des problèmes. Et c'est pour ça que dans cette stratégie, une fois que ces artistes RFI sont cooptés par l'impérialisme français s'adapte pour nommer ces artistes à la tête de certains mouvements citoyens. J'en vois certains qui tremblent, mais je vais dire la vérité aujourd'hui. Je ne citerai pas de nom. Ce n'est pas le but. Mais il faut que l'on comprenne l'ingénierie sociale du néocolonialisme français. Mon problème, ce n'est pas ces artistes-là, mais mon problème est que la jeunesse africaine comprenne quelle est la méthodologie par laquelle ils passent. Pourquoi certains Africains sont adulés par France 24 et RFI? Parce qu'ils ne dérangent pas les intérêts de ces derniers. Tout à fait. Et pourquoi dans le même temps RFI nous fait passer systématiquement pour des racistes, pour des extrémistes, pour des excités? Parce qu'ils savent que nous dérangeons principalement leurs intérêts. Malcolm X disait, si vous n'y prêtez pas attention, on vous fera passer les oppressés pour les oppresseurs et les oppresseurs pour les oppressés via leurs médias. Il faut qu'on se rappelle de ça. Alors j'appelle à l'union sacrée, même avec ces artistes. Et je dis notamment à mon frère et ami, Didier Awadi, que vous connaissez ici. Didier, passe le message à tous tes frères RFI friendly. Il est temps aujourd'hui qu'on choisisse notre camp. Quand nous sommes dans une guerre politique, quand nous sommes dans une guerre sociale, nous devons resserrer les rangs. On ne peut pas être dans une voie et les autres sont dans une autre voie. Non, de la même façon. Il y a une sœur que j'aime profondément, c'est ma grande sœur, Nathalie, Yan. Et je vous demande de la poser.
connaît depuis très longtemps. Et ça continuera. Quand nous étions seuls sur la ligne de front, les coups étaient trop durs à porter. Depuis qu'elle est là, je ne suis plus le seul à être accusé d'être né en Occident. Ça me rassure, ça m'arrange. Mais j'ai eu vent que ma grande sœur, et je lui dirai ce soir sur WhatsApp, que ma grande sœur a dit qu'elle était prête à discuter avec les autorités françaises. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le problème, la force de l'impérialisme réside dans le fait que nous n'ayons pas une ligne commune. Chacun va en rang dispersé. Quand on est en guerre avec un adversaire politique, à la limite, quand on élira un président, le président pourra, comme Sankara l'a fait avec Mitterrand, débattre fermement avec le président français. Mais on ne va pas aller en rang dispersé dans la société civile, parler avec le président parce que ça donnera l'impression que certains sont des fous, des excités qui ne veulent pas parler, et que certains sont des gens de raison qui veulent parler. Nous disons simplement que nous ne voulons plus de la France-Afrique. Nous parlerons quand le divorce sera prononcé. Est-ce que c'est dur à comprendre? Quand un couple ne va plus ensemble, quand ils se disputent tout le temps, quelle est la meilleure solution? Le divorce. La France et l'Afrique, depuis des siècles et des siècles, le mariage ne va pas bien. Les enfants se portent mal. Les enfants n'ont pas d'électricité au Niger alors qu'on nourrit l'électricité de la France. Les enfants ne peuvent pas vivre de leur or à Kidal alors qu'on nourrit l'or de la France. Nous disons que le mariage ne va pas et nous demandons le divorce. Est-ce que c'est difficile à comprendre pour les Africains et les Occidentaux? Et quand nous parlons de divorce, nous ne parlons pas d'essentialiser à tous les Français ou à tous les Blancs. Nous serons solidaires des classes ouvrières françaises. Et nous sommes solidaires de la souffrance des afrodescendants en France, dont je suis issu. Mais nous disons que nous reprendrons le dialogue avec l'impérialisme français ou avec les autorités françaises quand le divorce sera prononcé. Et si vous ne voulez pas le divorce par la raison, on devra vous le faire comprendre par la force. Les élections présidentielles arrivent prochainement dans ce pays. Dans combien de temps? En 2020. En 2020. Nous sommes en fin 2019. Vous avez pu voir le bilan à l'heure actuelle du président de la République. Je ne vais pas parler à la place d'un patriote du Faso. Mais j'ai entendu des notes qui parlent de 4 sur 10 ou de 3 sur 10. Certains parlent de 0. Quand un bilan est en dessous de la moyenne, on doit prendre ses responsabilités et le changer d'une façon ou d'une autre. Mais avant de parler d'un candidat, il faut que le premier candidat au changement, ça soit la population du Faso et la population de nos pays de manière générale. La société civile doit se restructurer. Même à cette table, à cette tribune, les femmes sont une majorité de notre population. Je n'ai pas constitué le bureau ou la table ronde ici présente. Pourquoi il n'y a pas de femmes autour de moi à cette tribune? Alors viens ma sœur, lève-toi. Le changement doit commencer par nous-mêmes. Après mon allocution et la période des questions-réponses, quand tout le monde parlera, la première qui parlera, ça sera cette sœur. Comment tu t'appelles? Aimé et vous. Applaudissez la sœur. On ne peut pas demander aux autres de faire ce que nous ne faisons pas. Le président Thomas Sankara nous a demandé cet effort suprême civique. Il nous a demandé de représenter
ce que nous voulions que les autres soient, il nous a demandé de l'être d'abord nous-mêmes. Il ne l'a pas demandé qu'à la jeunesse du Faso. Il a demandé à la jeunesse panafricaniste de Mali. Eh bien, nous sommes présents pour cela.